Bienvenue dans cette vidéo Lightroom classique où je vais vous montrer 10 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré il y a déjà de nombreuses années. Première erreur que je commettais lorsque j'ai démarré Lightroom classique, c'est d'importer mes photos sans les organiser dès le départ. Donc ici, je vous montre, j'insère ma carte SD. En fonction de vos préférences dans Lightroom, la fenêtre d'importation va s'ouvrir automatiquement. Donc voilà, les photos apparaissent ici dans l'interface. Et quand j'ai commencé Lightroom, eh bien, je ne me tracassais pas de savoir où Lightroom allait les mettre et je cliquais directement sur Importer. Et puis je laissais Lightroom travailler. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que par défaut, Lightroom en fait crée un dossier par année dans votre dossier images par défaut et ensuite il crée simplement donc un dossier par date, des photos du mois de janvier et des photos du mois de mars. Et puis donc je me retrouve avec cette structure où quand vous avez énormément de dossiers, eh bien vous ne savez pas ce qu'il contient. Et donc maintenant, je vais vous montrer la technique que j'utilise plutôt. Donc, je vais supprimer ici ce que j'ai déjà importé. Voilà, hop, clic droit, supprimer. Je relance la fenêtre d'importation, fichier, importer des photos et des vidéos. Je viens réinsérer la carte mémoire parce que la case éjecter automatiquement la carte mémoire était cochée à l'importation. Je sélectionne la carte et donc maintenant, ce que je fais, après avoir vérifié ici que c'est bien copié, je configure moi-même la destination. Alors, qu'ils le mettent par défaut dans le dossier image me convient bien, puisque le dossier image est donc situé sur votre disque dur interne, qui en général est beaucoup plus rapide qu'un disque dur externe. Donc ça, je le laisse. Mais ici, je ne garde pas l'organisation par défaut proposée par Lightroom, mais je clique dans le sous-dossier, dans un dossier, et c'est moi qui définis le nom du dossier. C'est-à-dire que je vais mettre la date à l'envers pour que dans mon Finder ou explorateur Windows, ça se classe de manière alphanumérique. Donc 2025 03, puisque je suis en mars 01, et je mets le sujet. Donc ici, il s'agit d'un mimosa, tiret, Mulhoff. J'ai fait cette série de prises de vue en tournant autour de l'arbre pour faire un effet impressionniste. Et le lieu, dans ce cas-ci, donc c'est Roquebrune. Voilà. Et donc maintenant, je clique sur Importer. Et donc voilà, dans mon dossier Pictures, images en français, ils sont classés donc par ordre alphanumérique, comme je vous le disais. Et donc, je sais instantanément ce que contient le dossier. Donc ici, Mimosa, Mulhoff, Roquebrune, voilà. Si ici, je remonte d'un étage, j'ai mes photos de Dubaï, mes photos de Camargue, du château Burg-Eltz en Allemagne, etc. Parce que je sais que par expérience, de nombreux utilisateurs, au final, finissent par ne plus savoir où sont leurs photos de tel ou tel sujet. Alors, bien entendu, vous pouvez renommer un dossier après l'avoir créé. Donc, pour ça, il suffit de faire un clic droit sur le dossier et cliquer sur Renommer. Attention, faites bien ça à l'intérieur de Lightroom pour éviter que Lightroom ne perde la trace du dossier. Mais je trouve qu'en le faisant directement à l'importation, ici, ça permet d'éviter de nombreuses erreurs. Alors, soyez vigilant que lorsque vous réimporterez d'autres photos, cette case, par défaut, sera à nouveau cochée avec le même nom. Donc, il faudra bien veiller donc à venir ici dans Destination et venir ici modifier la date ainsi que le sujet et lieu des photos contenues de cette session de shooting. Alors, il y a plein d'autres manières d'organiser vos photos. Je vous présente juste la mienne, mais qui me permet de retrouver facilement mes photos sans même avoir créé de mots-clés. Je vous montre. Si maintenant je devais trouver ici dans l'ensemble de mes disques durs, qui, comme vous pouvez le voir ici, sont nombreux, eh bien, je vais taper Mimosa parce que je sais que j'ai nommé correctement mon dossier. Eh bien, vous voyez, je trouve instantanément les deux dossiers qui contiennent des photos avec des mimosas. Donc voilà l'avantage de procéder ainsi. On sait directement que contient le dossier et on peut effectuer une recherche comme je viens de le faire à l'instant. Deuxième erreur que je commettais, c'est de ne pas sauvegarder correctement mon catalogue. Il faut savoir que votre catalogue contient tous les réglages de vos photos et donc il est crucial d'en avoir une sauvegarde. Elle peut se configurer maintenant dans la dernière version de Lightroom au moment où je réalise cette vidéo qui est la 14.2. Vous pouvez configurer ça dans Lightroom classique ou édition sur PC, paramètres du catalogue. Voilà, vous allez pouvoir sélectionner le dossier de sauvegarde. Alors ici, vous allez cliquer sur sélectionner et vous allez choisir non pas le dossier image par défaut, mais bien un disque dur différent
de préférence externe, afin qu'en cas de crash de votre ordinateur, vous ayez une copie de votre catalogue sur un disque dur externe. Et donc, vous allez sélectionner ici donc un emplacement. Vous voyez ici, moi je l'ai mis sur un disque dur externe G-RAID. Et vous pouvez choisir donc de le sauvegarder à chaque fermeture de Lightroom ou une fois par semaine. Ça dépend un petit peu de votre utilisation de Lightroom, si c'est une utilisation professionnelle tous les jours ou que vous y allez de temps en temps. Et ici, vous allez trouver toutes les sauvegarde. Vous voyez qu'ici actuellement, il n'y en a qu'une. Vous pouvez ensuite supprimer les plus anciennes pour économiser de l'espace disque. Ça ne sert à rien non plus de conserver 10 sauvegardes du catalogue. Gardez-en au minimum une, voire les 2 ou 3 plus anciennes. Vous voyez qu'ici, pour un catalogue 910 891 photos, il ne pèse que 5,15 gigas. Alors, vous pouvez l'afficher en le sélectionnant ici et donc choisir de le supprimer ou afficher son emplacement dans le disque dur. Vous voyez que c'est contenu dans une archive zip. Troisième erreur que je commettais souvent, c'est d'oublier d'appliquer les corrections de l'objectif et surtout les aberrations chromatiques. Donc je vous montre ici un exemple. Correction de l'objectif se trouve dans les onglets en bas par défaut. Et donc, on peut à la rigueur omettre d'activer le profil de correction, même si personnellement, je trouve que c'est mieux de l'appliquer, mais parfois, on préfère le cadrage original, puisque, comme vous le voyez, ça corrige la déformation, mais du coup, ça modifie légèrement le cadrage. Mais ce qui est vital, c'est de supprimer l'aberration chromatique. Alors, l'aberration chromatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce bord vert que vous voyez ici. Alors, je vais accentuer la saturation juste pour que vous voyez mieux. Vous voyez cette frange verte ici, qui est un problème optique qui doit être résolu. Elle peut être verte, elle peut également être, comme vous le voyez ici sur ce mur, rougeâtre, magenta. Et donc, regardez, si maintenant je viens sur correction de l'objectif, cocher, supprimer l'aberration chromatique, eh bien, voilà, je vais remettre la saturation à son niveau normal en cliquant 2 fois sur le mot saturation et on va venir zoomer. Vous voyez qu'à présent, donc, elle est complètement disparue. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment absolument faire sur toutes les photos parce que ça ne peut pas faire de mal. Quatrième erreur que je commettais, c'est de me précipiter et de traiter mon image et puis de l'exporter sans avoir au préalable vérifié s'il n'y avait pas des tâches capteurs. Alors, pour vérifier ça, il suffit de se rendre ici dans l'outil, ici en haut, correcteur, et de venir cocher la case afficher les défauts. Donc, ça va vous montrer l'image en noir et blanc et vous pouvez régler l'intensité de l'affichage des défauts. Et qu'est-ce qu'on aperçoit dans le ciel? Regardez bien. Si je viens zoomer, eh bien, on voit tous des petits ronds et ce n'est pas naturel. Ce sont bien des tâches capteurs. Donc, je décoche pour que vous perceviez bien le problème. Donc, maintenant, évidemment, quand on zoome comme ceci à 100%, on le voit. Mais quand on était comme ceci en vue adaptative, il est fort probable qu'on ne s'en soit pas aperçu. Donc, pensez systématiquement à afficher les défauts et ensuite utiliser l'outil corriger, tout simplement comme son nom l'indique, pour corriger ce problème disgracieux. C'est dommage de passer du temps à traiter votre photo et ne pas en corriger ce type de défaut. Cinquième erreur à ne pas commettre, c'est d'ignorer les avertissements de sur- ou sous-exposition disponibles dans l'histogramme. Donc je vous montre. Si ici j'augmente l'exposition pour mieux voir mon bâtiment, eh bien, je ne me rends peut-être pas compte que j'ai surexposé mon ciel, alors que si j'active les petits triangles ici, disponibles en haut à gauche et en haut à droite, eh bien, vous allez voir en rouge les zones surexposées de l'image et en bleu celles qui sont sous-exposées. Donc ici, ce n'est pas le cas, mais si maintenant je baissais fortement les noirs, voilà, vous voyez du bleu apparaître, ce qui veut donc dire que là, c'est trop sombre et là, trop clair. Donc je vous conseille de faire vos réglages d'exposition en ayant ces curseurs en vue. Et donc ici, voilà, il vaut mieux travailler sur les ombres et les noirs et puis le contraste pour équilibrer l'exposition. Donc je vous conseille fortement de cocher ces triangles qui vont vous prévenir lorsque vous allez trop loin dans un sens ou dans l'autre. Sixième point, ne pas penser à optimiser Lightroom pour qu'il soit plus véloce. Donc typiquement, il faut aller dans les préférences, donc Lightroom classique préférences ou édition préférences sur PC et aller dans l'onglet performance. Je vous conseille d'augmenter la taille du cache Camera Raw. Par défaut, elle est de 5 Go si j'ai bonne mémoire et vous pouvez mettre 20 ou 25 Go. Et point important,
Et ce que je vous conseille fortement, c'est d'optimiser le catalogue en cliquant ici sur ce bouton. Alors, lorsque vous quittez Lightroom, normalement, il vous le propose, mais vérifiez bien que c'est coché, optimiser le catalogue après la sauvegarde. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite donc à le faire en allant donc dans les préférences, performances et cocher ici optimiser le catalogue. Lightroom classique vous avertira de la dernière fois qu'il a été optimisé et donc il vous suffira de cliquer ici sur optimiser. Lightroom redémarrera après cette optimisation. Donc c'est particulièrement utile si vous avez beaucoup déplacé des photos, effacé des photos, etc. pour réoptimiser donc la base de données. Septième chose que j'aurais aimé savoir à mes débuts, eh bien c'est d'utiliser les profils de développement RAW avant même de commencer à traiter ma photo. Donc vous avez ici dans Réglages de base, par défaut, vous avez Adobe Couleur, mais il y a tout plein d'autres profils, par exemple ici Paysage, qui peuvent mieux convenir et donc vous donner une meilleure base de travail. Vous voyez que ça n'a bougé aucun curseur, mais si on compare avec le profil par défaut, vous voyez que le résultat, dans ce cas-ci, est déjà plus plaisant. Et vous avez d'ailleurs même des profils intelligents maintenant, tels que Adaptative Couleur, qui vous propose un traitement assisté par l'IA, dont vous pouvez évidemment régler l'intensité avec ce curseur. Vous pouvez d'ailleurs afficher les différents profils en cliquant ici sur les 4 carrés à droite, ce qui va vous afficher des miniatures des différents profils disponibles, ainsi que ceux disponibles sur votre boîtier, puisque par défaut, Adobe applique son profil RAW Adobe Couleur. Huitième erreur, c'est d'ajouter de la netteté partout dans son image. Donc ici, dans l'onglet Détails, si j'augmente fortement la netteté, alors n'oubliez pas que c'est important de vous mettre à 100% pour évaluer la netteté de votre image. Donc ici, je vais volontairement suraccentuer pour que vous voyez bien l'effet dans la vidéo. Ici, a priori, pour le paysage, ça donne bien, mais si je viens voir ici dans les zones lisses de l'image, regardez si je fais un avant-après, vous voyez que ça introduit du grain dans le ciel. Eh bien, pour ça, il faut utiliser le curseur masquage. Donc, en appuyant sur Alt sur PC, Option sur Mac, vous allez exclure les zones en noir du réglage de netteté. Et donc, vous allez appliquer votre netteté que sur les zones qui apparaissent en blanc, c'est-à-dire le paysage. Et donc maintenant, si je viens zoomer et faire un avant-après, vous voyez que ça a appliqué donc bien la netteté sur les rochers, mais regardez dans les zones lisses de l'image, je n'ai pas d'augmentation du grain. Neuvième erreur à ne pas commettre, c'est de baisser les hautes lumières de manière globale également. Donc si par exemple ici, je veux récupérer du détail dans cette zone qui apparaît légèrement surexposée, eh bien effectivement, si je tire mes hautes lumières vers la gauche, vous voyez que je récupère du détail dans le plumage. Mais regardez ce que ça a comme impact dans la totalité de l'image. Vous voyez, mon sujet devient terne, alors qu'à la base, il a des belles lumières. Donc, pour solutionner ce genre de problème, dans ce cas-ci, par exemple, on peut travailler avec un petit dégradé radial qu'on vient tirer ici sur la zone en question et on va donc baisser les hautes lumières, mais uniquement localement et ainsi donc conserver une belle luminosité d'ensemble. Dixième erreur que je commettais lorsque je redressais mes bâtiments à l'aide de l'outil transformation, ici je clique sur auto, c'est de ne pas ensuite utiliser les curseurs aspect et décalage pour redonner plus de prestance au bâtiment, parce que je vous montre, regardez ce qui se passe quand ça se redresse, eh bien ça a tendance à se tasser. Alors que si maintenant je mets le curseur aspect au maximum et je remonte un peu l'image en utilisant ici le décalage Y qui est donc l'axe vertical, jusqu'où c'est possible, voilà, jusqu'ici, eh bien regardez, avant, après, les bâtiments apparaissent beaucoup moins tassés après ce redressement. Alors comme ici, ça n'est pas bien redressé, d'ailleurs vous pouvez le faire manuellement avec l'outil Upright et en venant vous-même tracer donc deux lignes en épousant donc convenablement la ligne de l'immeuble. Et voilà, là, c'est beaucoup plus droit. Et comme je vous le disais, donc on peut intervenir sur le curseur de décalage Y pour redonner plus d'importance aux immeubles. Voilà, l'image se recadre toute seule parce que contraindre le recadrage est coché. Entrée, deux fois. Et voilà, avant, après. Parce que vous êtes resté jusqu'au bout, je vais encore vous révéler une onzième et dernière astuce. Onzième et dernière erreur à ne pas commettre, eh bien c'est tout simplement de ne pas participer
à la semaine découverte de Lightroom niveau débutant la semaine prochaine. Évidemment, si vous regardez cette vidéo quand elle vient de sortir, il vous suffit de vous inscrire ici. C'est complètement gratuit, ce qui vous permettra donc dans le courant de cette semaine de recevoir plusieurs vidéos gratuites et qui sont inédites que vous ne trouverez pas sur ma chaîne YouTube, où vous apprendrez encore pas mal de choses sur Lightroom. Elles ne seront accessibles que durant cette semaine. Bien entendu, vous pourrez les télécharger pour les regarder à votre rythme si vous ne pouvez pas assister à la vidéo en direct lorsque je la diffuse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour la semaine découverte, je l'espère. Ciao, ciao! Je vais partager avec vous un secret. Si vous voulez faire de meilleures photos, je vous conseille de suivre les programmes d'Olivier. Parce que c'est un excellent pédagogue. Olivier apporte énormément de méthodes. Et il connaît son sujet sur le bout des doigts. C'est le meilleur choix que j'ai fait depuis que je pratique la photographie. Cette peur de ne pas y arriver s'est assez vite estompée. Et j'imaginais pas du tout à quel point la formation allait être riche. Que je pensais connaître, c'était pas grand-chose. Et quand on a vu ces vidéos, eh ben on a tout compris.